que vous savez que dans ce moment qui est particulier, il a... Et donc, lui dire en votre nom et en notre nom toute notre amitié et notre reconnaissance. Et tu es là, comme l'a dit Olivier, en famille. Et nous serons de toute façon maltraitants sur les questions européennes, puisque tu es là aussi pour ça. Ensuite, Ludovic Fouette, qui est le secrétaire de la Confédération des syndicats européens, Mathilde Wimmer, que je remercie aussi d'être là, qui était ce matin aussi sur une autre table ronde et qui a été notamment à l'élaboration de la Convention pour le climat qu'a voulu Emmanuel Macron avec le succès qu'on connaît. Édouard Martin, que je remercie d'avoir fait tout le chemin depuis la Meurthe-et-Moselle pour nous rejoindre aujourd'hui. Et tous les trois, vous nous parlerez de cette transition juste qu'on attend au niveau européen et comment le monde syndical, le monde des travailleurs, le monde des collectifs citoyens se prépare aux transitions et comment les politiques européennes peuvent avoir un impact sur ces questions-là. Et je vous remercie d'être là. On aura un deuxième temps sur la table ronde, un troisième, puisque l'introduction sera faite par Raphaël, qui sera autour de Yannick Jadot. Je te remercie, Yannick, d'être là. Bien sûr, l'ancien candidat à la présidentielle, mais aussi député européen, qui va rejoindre une autre assemblée nationale. Et avec toi, on voulait voir comment la France a été à la hauteur ou pas des ambitions du Green Deal. Et ce sera complété par le témoignage de Hind, qui est la présidente de l'ensemble des jeunes socialistes internationaux. C'est un peu l'équivalent de Pedro Sanchez au niveau du PSI, mais beaucoup plus jeune. Je ne dirais pas, c'est ça, c'est l'organisation des jeunes du Parti socialiste international. Et puis Christophe Clergeau, mon collègue, évidemment le secrétaire national à l'Europe, mais notre nouveau collègue député européen qui a pris la succession d'Éric Andrieux au moment où le Parlement européen montrait sa plus mauvaise image sur les ambitions de la transition et du Green Deal, puisqu'il est arrivé au moment du vote sur la restauration de la loi de la nature et il y a participé activement à essayer d'avoir une majorité qui a été très courte et il nous parlera du coup de cette vision aussi qu'il a en arrivant depuis peu sur les ambitions affichées et la réalité qui est celle au Parlement européen d'une régression, en tout cas de la droite et de l'extrême droite, sur les ambitions de neutralité carbone. Et puis Aurore, que je ne vous présente pas non plus, qui est notre collègue député européen, mais qui, elle, va nous parler de comment on va arriver à financer nos projets et nos politiques européennes autour de la transition, autour du progrès social dans les années futures et qui a lancé évidemment l'initiative avec Paul Magnette et on y reviendra sur le ICE. Donc nous aurons ensuite évidemment un temps d'échange avec la salle où l'ensemble des intervenants pourront vous répondre et puis une conclusion par Raphaël sur les combats futurs. Et donc, je nous souhaite collectivement une belle après-midi de travail autour de ces enjeux. Et Raphaël, je t'en prie, tu peux rejoindre le pupitre ou rester à ta place. Je vais rester dans le collectif. Le camarade Lénine disait en avant des masses, mais d'un pas seulement, ce grand criminel. Déjà, je veux vous remercier et dire mon plaisir d'être ici parmi vous, parmi nous, j'allais dire, parce que c'est un moment extrêmement important. Et cette table ronde, on tenait vraiment à la faire parce que, si vous voulez, l'Europe sociale, on en parle. Mais là, on est à un moment qui est à la fois un moment de grande crise et de grande opportunité. Le modèle néolibéral est ébranlé. On l'a vu, nous, pendant notre mandat, dans tous les domaines que nous touchions, dans toutes les commissions dans lesquelles on siégeait, eh bien, que les crises ébranlait le consensus à Bruxelles et Strasbourg. Il y a eu la pandémie qui nous a fait comprendre à quel point nous n'étions plus capables de produire des masques, du Doliprane, du Curare pour nos hôpitaux, à quel point nous étions devenus dépendants et à quel point les réalistes qui nous vendaient la doctrine du libre-échange comme étant la meilleure garantie vers le progrès humain
étaient en fait des irénistes ou des lobbyistes d'intérêts puissants. Il y a eu ensuite la guerre qui a fait son retour sur le continent européen et qui a mis fin à ce qui était le corollaire philosophique de ce dogme libéral, qui était le mythe de la fin de l'histoire et de la paix perpétuelle. Cette idée que le monde, désormais, était aplani et que ce qui comptait, c'est le commerce. L'invasion de l'Ukraine par le régime de Poutine a fait basculer l'Europe dans un temps nouveau où le politique prime à nouveau sur les considérations d'intérêt, ou en tout cas, tout le monde le sent, devrait primer à nouveau sur les considérations d'intérêt, aussi puissants soient-ils. Et la grande crise climatique. Et ces trois crises ont complètement heurté notre mandat, et on a tous compris à quel point ces trois crises étaient liées, et qu'elles appelaient de nous la même chose finalement, c'est-à-dire le rétablissement du primat du politique. Le fait que l'Europe était la juste échelle pour rétablir ce primat du politique, mais que pour ce faire, elle devait changer d'approche de manière profonde. Et il y a aujourd'hui, à l'échelle européenne, les prémices de cette bascule. Et puisque mon voisin de droite, enfin, c'est pas, je te situe pas politiquement, voilà, je te situe juste géographiquement. Tu as lutté, toi, au Parlement, dans le mandat qui précède celui-ci, pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Eh bien, ce mécanisme, malgré toutes les critiques qu'on va formuler, existe aujourd'hui, enfin, est en voie d'existence. Et le devoir de vigilance des entreprises qu'on prétendait impossible est aujourd'hui voté par le Parlement. Le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, le fait qu'on n'autorise plus des systèmes qui réduisent les êtres humains en esclaves à venir ratiboiser nos productions et concurrencer nos producteurs, eh bien, il est en négociation en ce moment au Parlement européen. La directive sur la déforestation, le mécanisme d'ajustement dont on parlait, tout cela, c'est une rupture. C'est des prémices de rupture. Et donc, ce discours qu'on a pu repousser dans l'idéalisme sur l'Europe sociale ou sur l'Europe écologique, aujourd'hui, en fait, il a la crédibilité imposée par les crises. Et même si politiquement, c'est difficile d'y croire, parce que politiquement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il y a une domination claire des idées écologistes et sociales, mais idéologiquement, à l'échelle de notre continent, il y a une bascule qui s'opère. Et donc, comment on fait aujourd'hui, c'était ça le sujet de cette table ronde, comment on fait aujourd'hui pour enfin saisir cette opportunité historique et imposer une Europe sociale et écologique? Comment on lie les deux? Comment on montre que la transformation écologique, c'est une quête de justice sociale, que c'est le rétablissement même de la possibilité d'une quête de justice sociale, en rétablissant ce primat du politique, en redonnant à la cité la capacité d'organiser la société, d'organiser l'espace, d'organiser le territoire, de ne plus se laisser simplement diriger par les forces du marché. Et c'est un enjeu qui est fondamental. Si on n'arrive pas là, maintenant, tout de suite, à imposer ce lien, à imposer cet horizon, eh bien on basculera dans la barbarie. Parce que la démocratie, ça ne sert à rien de simplement la défendre en criant contre les extrêmes, en criant contre les régimes autoritaires, en criant notre indignation face à la progression des partis nationalistes partout en Europe. On arrivera à éviter ce basculement dans l'autoritarisme et dans le nationalisme si on montre que l'Europe peut être une puissance écologique et sociale, qu'elle peut répondre aux grands défis de notre temps, qu'elle n'est plus un véhicule de la globalisation, mais qu'elle est le moyen de domestiquer cette globalisation et de réimposer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, que c'est la juste échelle finalement pour redonner au monde un caractère habitable. Et ça, c'est tout ce qu'on a essayé de faire à différentes époques, dans différents groupes, au Parlement européen. Et c'est
notre ambition avec Place Publique, avec le Parti socialiste, c'est de voir comment on peut rendre ce projet-là crédible. Et juste pour situer la hauteur de l'enjeu, et après on va débattre, je crois que si on n'arrive pas à le faire maintenant, cette année, eh bien en réalité on aura perdu. Parce que le compte à rebours est lancé climatiquement, le compte à rebours est lancé politiquement. Il n'y a pas meilleure preuve que notre faiblesse à l'échelle du monde aujourd'hui de la nécessité d'affirmer cette puissance écologique européenne et sociale. Aujourd'hui, si nous ne parvenons pas à donner du contenu à l'Union européenne qui nous permette de justement nous adresser aux classes populaires, nous adresser aux classes les plus fragiles, eh bien, nous basculerons dans le néant à l'échelle du monde et à l'échelle intérieure. Nous avons été pendant des décennies un continent de consommateurs de la sécurité américaine, consommateurs de biens produits en Chine dans nos industries stratégiques, consommateurs d'énergie russe. Et ce qui nous est demandé, c'est de devenir un continent de producteurs de sécurité, de producteurs de biens, de producteurs d'énergie et de producteurs de liens. Et si l'Union européenne n'est pas le véhicule pour faire ça, alors il n'y en aura pas. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important. Les élections qui vont arriver vont être fondamentales, cruciales. Ce ne sera pas des référendums de politique nationale. Ce sera une question vitale, qui est la question « Quelle Europe voulez-vous ? Quelle Europe voulons-nous ? Comment va-t-on, comment veut-on transformer l'Union européenne en gardienne d'un modèle fondé sur l'impératif écologique, la solidarité sociale et la préservation d'un cadre démocratique. Et nous serons amenés à faire cela probablement seuls, dans un premier temps. En 2024, il y aura des élections aux États-Unis. Les climato-sceptiques républicains qui ont affiché leur ambition de délaisser l'Ukraine et de sacrifier l'Europe peuvent tout à fait l'emporter. Et alors, on se retournera et on se dira, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc il faut anticiper et poser les bases de cette immense aventure qui est la transformation de l'Union européenne en puissance écologique et sociale. Et donc, on est réunis là pour en discuter, pour voir quels sont les blocages qui nous empêchent de transformer cette Union européenne en puissance écologique et sociale, et quelles sont les perspectives qu'on peut dessiner en essayant d'être au plus vrai, c'est-à-dire en reconnaissant ce qui a déjà été fait, mais en constatant ce qui nous manque aujourd'hui pour être véritablement un acteur de la transformation. Donc merci à toutes et à tous d'être là, et bon débat. Bien, alors on va commencer évidemment par la partie de la transition juste, parce que c'est un grand mot qui a beaucoup alimenté, notamment après la pandémie, la partie de l'aide d'urgence de l'Union européenne. On a vu la création notamment d'un fonds de transition juste, expérimental, et qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des besoins d'une transformation à la fois de reconversion des salariés sur le secteur de la neutralité carbone et des énergies renouvelables, mais aussi en matière de formation demain pour les jeunes. Et donc, je voulais voir avec notamment Édouard, Ludovic et Mathilde si les politiques européennes aujourd'hui ne sont pas évidemment ambitieuses, mais elles peuvent accompagner une démarche de reconversion de ce mode finalement de production qui a été le nôtre jusque-là, et comment les entreprises et notamment le secteur des salariés se préparent. On a vécu l'été le plus chaud au niveau européen. Je crois qu'aucun territoire de l'Europe, qu'il soit d'ailleurs de l'Est comme du Sud, n'a été épargné de par les inondations ou les incendies cet été. Et donc nous allons rentrer dans cette rentrée parlementaire la semaine prochaine avec certainement un constat partagé. Mais pour autant, on a l'impression que les politiques, j'allais dire, de protection et de reconversion finalement du salarié qui aujourd'hui doit partir
sur autre chose que ce qu'on a vu aujourd'hui avec ArcelorMittal. Moi, je suis d'un territoire des Bouches-du-Rhône, du Coraudanien, autour d'ArcelorMittal et tout ce qui va avec les raffineries de pétrole. Comment on va accompagner ces salariés? Comment on va accompagner demain les métiers et les métiers les plus, finalement, aujourd'hui, les plus précaires? Et puis, évidemment, peut-être finir avec une note aussi d'optimisme, le travail qui a été fait sur le travailleur des plateformes, pour le travailleur des plateformes, pour la sécurité des travailleurs des plateformes, comment il fait aujourd'hui émulation pour d'autres secteurs précaires et en difficulté. Voilà, donc Édouard, évidemment, c'est ton mandat d'ancien député, mais c'est aussi ton expérience aujourd'hui autour de l'économie sociale et solidaire, ton association autour de bâtir du renouveau sur la transition juste, et donc pose la question, sans forcément d'ailleurs avoir beaucoup de réponses de notre côté. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je tiens simplement à préciser que ce que je vais dire, c'est encore à l'état de réflexion. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité, mais une partie de la problématique, avec mon regard aussi extérieur maintenant, parce que même si je suis effectivement dans le milieu de l'insertion, où j'essaie de m'occuper des personnes les plus éloignées du monde du travail, je regarde ceux qui ont peur de perdre leur travail. Et je pense notamment à ceux dans ma région, dans beaucoup d'autres régions européennes, des régions industrialisées qui se désindustrialisent. Après la sidérurgie, le deuxième coup de fouet, ça va être le monde de l'automobile, puisqu'effectivement, il va falloir passer à l'automobile, entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, la voiture propre, la voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique est vraiment propre? C'est la question qui mérite d'être posée. Mais ceci étant dit, je le disais tout à l'heure en aparté à Raphaël, dans ma région, il y a la plus grosse unité de production de moteurs diesel du groupe Peugeot. Il y a 4600 postes de travail, plus 2000 dans les boîtes de vitesse. Et j'ai 7000 personnes aujourd'hui qui se posent la question de leur devenir. Monsieur Carlos Tavares, le patron de Peugeot, l'a toujours à travers la gorge, que l'Europe lui a imposé effectivement des véhicules propres, parce que lui n'y croit toujours pas. Mais quand il fait mauvaise fortune, il dit bon, ben alors si c'est comme ça, ben je vais encore accélérer un peu plus le pas. Donc lui, il ne s'est même pas fixé l'horizon 2030 pour passer au tout électrique. Il s'est fixé comme objectif arriver à 2027-2028. Donc vous voyez, il accélère l'agenda social, mais sans partenaire avec qui discuter. Et moi, la question que je me pose, parce que j'ai été effectivement député européen, je faisais partie encore à l'époque avec Yannick et d'autres, où on a commencé à voter les premiers textes sur la transition écologique et énergétique, c'est de dire, OK, on a une vision globale au niveau européen, sauf que l'Europe, c'est peut-être là aussi la faiblesse de l'Europe, il faut que nous, on s'interroge, c'est qu'on a une vision macro, politique, économique, industrielle de la chose, or, les problèmes sont micro. Il faut s'attacher et s'attarder sur les territoires. Et moi, je me souviens à l'époque, on avait des débats avec les gens de la Commission, puisque les gens de la Commission, certains experts venaient nous présenter des chiffres et qui nous expliquaient, et j'ai envie d'y croire encore, j'ai la faiblesse de croire que ça va être le cas, qu'à horizon 2030, les nouveaux emplois verts seront plus nombreux que les emplois désindustrialisés. Peut-être, allez, je veux garder ce côté naïf. Je veux dire, OK, pourquoi pas. Mais je prenais toujours l'exemple suivant. Et j'exagérais, c'est mon côté andalou, lorrain, j'exagérais toujours le trait. Je dis, OK, très bien. Alors prenons l'exemple du secteur automobile parce que c'est un des premiers facteurs les plus polluants. Prenons la région de Stuttgart en Allemagne, l'autre bastion industriel autour de l'automobile. Imaginons que demain, à cause de l'électrification de l'automobile, on supprime 40 000 emplois industriels à Stuttgart. Mais la Commission européenne, dans sa grande bonté, va dire, attendez, on a créé 90 000 emplois à Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les Allemands de Stuttgart, de savoir qu'on a créé 90 000 emplois à Bordeaux? Ils ne vont pas déménager pour aller à Bordeaux. Donc c'est bien au niveau territorial. Il nous faut une méthodologie. La méthodologie, c'est quoi? En tout cas, nous, à Bridge, et ce n'est pas un jeu de cartes, hein, c'est bâtir le renouveau industriel, la démocratie sur le génie écologique, c'est de dire il faut mettre autour d'une table l'ensemble des parties prenantes et réfléchir. Effectivement, je prends l'exemple de Peugeot à Trémery, mais je prends l'exemple de Saint-Gobain, les hauts fourneaux, qui est encore à Pompée, pas à Pompée, à Pont-à-Mousson, pardon. Je prends la centrale à charbon encore à Saint-Avold, il y a 350 personnes
dont l'emploi va être supprimé d'ici la fin de l'année, qui sont en pleine panique, qui n'ont aucune visibilité. Là aussi, une question qu'il faudrait poser à l'Europe, libérale, financière. Moi, j'ai 60 balais. Et depuis que j'ai l'âge de raison, que je suis rentré dans le monde de l'entreprise, que ce soit mes patrons, que ce soit les élus, les politiques de tous bords, on m'a toujours expliqué que la finance, il faut qu'elle soit rassurée. Il faut qu'elle ait de la visibilité. Il faut qu'elle sache où elle va, si elle veut prendre des risques. Eh bien, les citoyens que nous sommes, nous sommes exactement dans la même situation. Nous avons besoin de visibilité. Pourquoi pas? Allez, la transition énergétique, transition écologique, ok, chiche. Mais demain, que devient mon emploi? Que devient mon statut? Parce qu'aujourd'hui, en France, et de l'ensemble des travails salariés, c'est que le statut est rattaché à l'entreprise. Vous perdez votre emploi, vous perdez votre statut. Alors, dans ce cas-là, inventons un statut social européen et on rassure. C'est une manière, c'est pas encore la bretelle et la ceinture, mais c'est déjà la ceinture. Mais ce que je veux dire par là, mettre autour d'une table l'ensemble des parties prenantes, c'est qui? C'est les élus locaux, évidemment, du territoire, c'est les organisations syndicales, les représentants des travailleurs, le patronat, les chambres d'industrie, etc. Et on réfléchit ensemble à comment, ensemble, on tire tous dans le même sens pour réussir et cette transformation et cette transition énergétique et écologique, mais aussi cette transition sociale. Je l'ai toujours dit, et Yannick peut en témoigner, il était d'accord avec moi, il disait la même chose. Il n'y aura pas de transition énergétique s'il n'y a pas de transition sociale juste. C'est un leurre. Aujourd'hui, quand je vais à Trémery, c'est la ville où il y a Peugeot, on me jette des cailloux parce qu'on me dit tu es un des responsables. Et j'ai beau expliquer que ça va dans l'intérêt général, je n'ai pas de réponse à apporter aux 7000 travailleurs en leur disant demain vous allez avoir un emploi stable. Je n'ai pas la réponse là, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et Carlos Tavares, le salopard que c'en est un, il ne nous aide pas dans ce sens-là parce qu'il dit ah l'Europe veut me faire chier, ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Il est en train de nous créer des bombes à retardement un peu partout. Parce que Peugeot, ce n'est pas que Trémery. Hein. Peugeot, et quand je dis Peugeot, c'est le monde de l'automobile, quoi. Et donc, c'est, entre guillemets, la patate chaude, c'est nous qui devrons la gérer. Et donc, nous, ce qu'on prône, c'est une méthodologie. Il faut que chacun puisse avoir son mot à dire. Ce n'est pas être d'accord tout sur tout, mais se mettre d'accord sur une méthode de travail. Effectivement, les emplois aujourd'hui industriels, qui ne seront plus valables demain, comment cette compétence collective, parce que la force d'une entreprise, c'est la compétence collective, c'est l'addition d'une multitude de compétences individuelles qui fait la force de l'entreprise. Eh bien ça, on fait des moteurs thermiques, eh bien cette compétence collective-là, comment on la transforme pour qu'elle soit une force de production dans des moteurs non polluants, des boîtes de vitesse non polluantes, d'autres produits non polluants. Et non pas dire, alors, cette entreprise-là, je la rase à Trémery et je vais en créer une autre à Bordeaux, ou c'est bien à Bordeaux, ou à Toulouse, ou ailleurs. Mais le drame est là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'écoute des salariés parce qu'on n'a pas de réponse qui les rassure. Et on aura beau prêcher dans le désert, et effectivement, le réchauffement climatique, regardez comme on bronze en Lorraine. Regardez comme je suis bronzé en Lorraine. Il est vraiment là. Mais on n'a pas de réponse concrète à apporter. Et tout le monde le voit bien, tout le monde sait. On voit bien les glaciers qui fondent, on voit bien les températures, on bat les records de hausse de température. Tu l'as dit, Nora. Mais on ne rassure pas le personnel. Et vous savez, c'est la question à l'époque qu'on avait, c'est la question de la fin du mois, la fin du monde, ou la fin d'un monde. Eh bien, aujourd'hui, on est dans le zapping, on est dans l'immédiateté, dans l'instant T. Eh bien, les salariés se disent, moi, comment je vais finir le mois? Ils ne se disent pas, est-ce que ce monde-là va se finir après moi ou pas? Même si c'est des questions qui se posent peut-être après, plus tard. Mais l'urgence, c'est leur apporter des solutions. Et aujourd'hui, malheureusement, personne, ou en tout cas pas grand monde, n'est en capacité de se dire, allez, et on avait prôné à l'époque, Yannick, rappelle-toi, faisons des expérimentations par territoire. À un moment donné, j'ai cru sous le mandat de François Hollande qu'il allait nous donner cette opportunité-là de faire des expérimentations, montrer quelle meilleure preuve que le concret sur le terrain, que ça peut marcher, que l'intelligence collective est plus forte que tous les nationalismes, etc., etc. Nationalisme, d'ailleurs, lorsqu'on parle, moi j'ai aussi, c'est comme toi, Raphaël, et comme nous tous ici, j'ai cette faiblesse de croire que l'Europe est le lieu pertinent pour se poser toutes ces questions-là, est le lieu pertinent pour apporter les réponses. Moi qui viens, mon père était réfugié économique, espagnol. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Je suis dans un pays que je ne connaissais pas, une langue que je ne connaissais pas, un climat que je ne connaissais pas.
La première fois de ma vie que j'ai découvert la neige, c'est en Lorraine en 1971. Je touchais la neige comme si je touchais... Enfin bref, mais j'ai grandi avec cette valeur républicaine française, mais j'ai aussi grandi avec cette valeur européenne. Et j'ai vu la transformation du pays, qui était l'Espagne, sous la dictature, et j'ai vu les forces de l'Europe amener la démocratie, amener à mieux vivre, etc. Mais je vois aujourd'hui l'Europe, l'Espagne, se recroqueviller comme d'autres pays vers le nationalisme. Et là, effectivement, je suis d'accord avec toi, nous sommes en danger. Et pourtant, Dieu sait que l'Europe a apporté des solutions à des pays comme l'Espagne, à tous les nouveaux entrants. Sauf qu'après, on a une vision beaucoup trop macro et on n'a pas je veux dire, il nous faut une politique quasiment du sur-mesure, territoire par territoire, bassin d'emploi par bassin d'emploi, sans oublier personne, et surtout pas le monde du salarié. Et ce que je reproche parfois, et je me mets dedans, parce que j'ai aussi ma part de responsabilité, aux forces de gauche, qu'on a trop souvent tourné le dos à ce monde-là en disant « je vais vous expliquer ». Non, non, tu n'as rien à m'expliquer. Et je termine là-dessus, je suis trop long. Moi, je me souviens, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, en 1981, les lois Auroux. Moi, je suis rentré à l'usine, à l'époque, on me disait « toi, tu n'as rien à dire, tu es un exécutant ». Les lois Auroux ont permis de mettre en place des cercles de parole de qualité et ça a beaucoup amélioré et la qualité, et le dialogue social, et la productivité, et la production, et la qualité du produit de terrain. Pourquoi ? Parce que les lois ont dit au patron, maintenant, vous devez donner la parole aux salariés. Eh bien, il y a beaucoup d'intelligence collective dans la tête de chaque salarié. Eh bien, c'est ce modèle-là, c'est cette méthodologie-là, c'est cette voie-là que je souhaite qu'on puisse construire ensemble. Merci. Du coup, je me tourne vers Ludovic parce que parce qu'on a parlé du monde du travail, qu'on a esquivé un chemin qui serait celui où les politiques européennes rentrent dans une phase où la Commission peut entamer un dialogue social. Finalement, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron ici au niveau national, c'est de ne pas entamer un dialogue social sur les questions de reconversion, d'accompagnement à la formation. Et on a à peu près la même impression au niveau européen, malgré les ambitions et les objectifs qui sont les nôtres. Et je citerai d'ailleurs comme exemple que le budget européen ayant changé depuis 4 ans, le budget le plus important n'est plus la politique agricole commune, mais bien les fonds qui sont consacrés au territoire, ce qu'on appelle les fonds de cohésion, et pour lequel le 3/4 des fonds sont utilisés pour accompagner la transition juste dans les territoires. Mais force de constater que l'anticipation manque et donc comment les syndicats accompagnent ou pas, mais en tout cas accompagnent les salariés, c'est sûr, accompagnent le monde de l'entreprise et comment les syndicats sont-ils sollicités au niveau européen pour permettre cette démarche d'émulation collective et de chemin partagé. Merci et merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord, avant d'arriver là-dessus, rebondir aussi sur ce que Raphaël a dit sur l'importance et ce que Edouard a dit aussi du niveau européen. Je sais qu'en France, je suis belge, la France est très tournée sur 2027, est très tournée sur l'élection des élections, etc. Mais l'année prochaine, si on sort, on a au niveau européen pour le moment une alliance avec les conservateurs, les libéraux, les socialistes, qui, quand on parle des questions écologiques, sont potentiellement rejoints par les Verts. Mais l'année prochaine, le risque qu'on a après les élections européennes, et on voit déjà les signes de ça avec le gouvernement qu'on peut avoir en Italie entre la droite et l'extrême droite, le risque qu'on a au niveau européen après le 9 juin 2024, c'est d'avoir une alliance entre l'extrême droite, la droite réactionnaire et les conservateurs. Ça, c'est un risque très concret. Et qu'est-ce que la France en 2027 pourra faire quand toutes les lois auront été prises par cette nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, on est sur un mandat 2019-2024 qui met en place un pacte vert, qui met en place aussi certaines mesures sociales, etc. Dans les faits, c'est des mesures qui s'imposent à la France. Donc je sais que le centralisme à la française fait que ce n'est pas quelque chose qui est toujours facilement entendable, mais dans quel monde on se retrouve si l'année prochaine, on a l'extrême droite qui, en tout cas, même si elle n'est pas au pouvoir, peut bloquer la prise de décision européenne. Dans quel monde on se retrouve si, en décembre 2024, Trump
ou un autre remplace Biden au niveau de la présidence américaine. On est dans ce cas-là à se poser la question sur se protéger peut-être au niveau national à ce moment-là en 2027, mais on aura perdu la bataille. Une bataille qui du coup avance aussi très vite par le fait qu'il fait de plus en plus chaud, sauf en Belgique. Cet été, il n'a pas fait chaud en Belgique parce que de tous les peuples de la Gaule, non, je finirai pas cette phrase, mais donc on a des canicules incroyables. Et on voit toujours rien se faire. On a des recommandations, des conseils, etc. Mais tout l'été, on a des travailleurs qui peuvent travailler en extérieur. Les patrons ne sont pas obligés d'arrêter le travail au-dessus de certaines températures. Et donc, combien de morts on va devoir avoir? Combien d'accidents on va devoir avoir? Combien de cancers qu'on ne pourra pas prouver que c'était lié à l'exposition au soleil 20 ans avant, on va devoir avoir pour avoir des mesures au niveau européen, national, qui interdisent aux patrons de faire travailler en extérieur et de mettre en plus les protections nécessaires. Donc ça, je pense que c'est la première façon aussi, jointe avec ce que Édouard disait, sur sécuriser les travailleurs dans leur région sur le fait qu'ils vont avoir un emploi, mais aussi montrer que dans leurs conditions de travail qui sont en train d'évoluer et de devenir de plus en plus dangereuses, on trouve des solutions concrètes. Je pense que ça, c'est un point important du scrutin de l'année prochaine. Un deuxième élément que je pense important, c'est comment est-ce qu'on gagne au niveau européen. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire comme alliance en 2024, parce que je suis belge, je peux ne pas le dire du coup. Donc, sur la stratégie de la victoire au niveau européen entre 2019 et 2024, quand on a gagné, donc au niveau syndical, il y a des importantes victoires dont on est content d'avoir travaillé avec justement toutes les forces progressistes au niveau européen. C'est la directive sur le salaire minimum, c'est la directive sur la transparence salariale entre les hommes et les femmes, c'est la directive en cours de discussion sur le travail de plateforme, c'est la directive sur le devoir de vigilance. C'est toutes des directives qui, à un moment donné, vont s'imposer aussi à la France quand elle n'est pas forcément d'accord avec ses objectifs. Mais qu'est-ce qui a permis cette victoire à chaque fois? C'était l'alliance de la gauche au Parlement européen, l'isolement de la droite et des libéraux sur certains sujets sur lesquels ils ne pouvaient pas vraiment se poser contre. Donc, en fait, de repolitiser au niveau du Parlement européen des questions sociales et donc de poser les questions des conditions matérielles des gens, où la gauche, du coup, parle d'une seule voix, isole la droite et surtout, en fait, rend impossible à l'extrême droite de prendre son rôle dans ce débat. Parce que sur le salaire minimum, l'extrême droite, certains ont voté pour, certains ont voté contre, mais en fait, dès qu'on parle de sujets sociaux qui touchent les travailleurs, en fait, l'extrême droite ne sait pas politiser cette question contre les migrants, contre les LGBTQIA, contre la guerre culturelle, etc. Donc, en fait, comment est-ce qu'on gagne? En parlant des problèmes des travailleurs et en unifiant la gauche, en isolant la droite et en neutralisant l'extrême droite. C'est la seule manière. Et donc, ce qui va sortir du 9 juin 2024 au niveau des élections européennes sera d'une importance stratégique pour voir en fait, est-ce qu'il y aura une alliance possible de gens qui veulent continuer à construire une Europe qui protège? Ça me fait aller du coup sur la transition juste. Une Europe qui protège. Évidemment, une Europe qui protège et où les employeurs doivent mieux payer, etc. Mais une Europe qui protège, et Édouard a vraiment aussi présenté les enjeux locaux et de comment c'est au niveau des territoires qu'il va falloir transformer l'Europe par rapport à la transition climatique. Mais en fait, les acteurs locaux, les acteurs syndicaux dans les entreprises ne seront en capacité de faire ces changements dans les entreprises que si on a un cadre législatif européen de transition juste qui protège justement ces acteurs. Parce que sinon, on est face à des objectifs climatiques que les employeurs transposent comme ils veulent. Et donc, certainement qu'ils vont décarboner pour 2035 et passer à l'électrique, mais ça n'empêche pas, Carlos Tavares ou d'autres, de dire ma stratégie face à l'électrique, c'est de miser sur la qualité et donc de vendre plus cher que sur la quantité. Et donc comment nous, en tant que citoyens, on va pouvoir s'acheter ces véhicules électriques? Ce n'est pas une question qui intéresse Carlos Tavares et ce n'est pas une question dont deal le Green Deal, le pacte vert. Et donc les questions qu'on doit poser, c'est à quel point ce pacte vert aujourd'hui, il anticipe les questions sociales, les questions travail et les transformations. Pas du tout, hormis le fonds de transition juste, d'une certaine manière le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et le nouveau fonds social climat. Mais malheureusement, un fonds social climat qui va être financé
par une nouvelle taxe sur les citoyens, sur leur consommation d'énergie dans leur résidence et sur leur consommation d'énergie fossile dans leur voiture, alors qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller vers l'électrique qui devient de plus en plus cher. Donc, on doit se poser la question de sans cadre de transition juste qui dit aux employeurs vous devez développer des stratégies de décarbonation en disant ce que ça veut dire pour l'emploi, en disant ce que ça veut dire pour les compétences des travailleurs, et on anticipe ces changements en renforçant la démocratie en entreprise où les syndicats ont plus de droits pour les négocier, où on met en place des systèmes de protection dans tous les pays européens de protection sociale, parce qu'il y a la protection sociale en France, en Belgique, elle est sous attaque, mais dans beaucoup de pays, si en Pologne on ferme les mines, si en Bulgarie on ferme les mines, la protection sociale elle est quasi inexistante. Donc les travailleurs qui vont perdre ces emplois, sans protection sociale, ça ne fonctionne pas. Sans financement de services publics, ça ne fonctionne pas. On va avoir besoin de plus en plus de services publics pour justement faire face aux nouveaux risques. Et donc comment est-ce qu'on fait justement sans un cadre législatif de transition juste? Ça me fait aller peut-être sur deux autres éléments. C'est le risque du retour l'année prochaine à l'austérité au niveau européen. Donc, pendant le Covid et après, avec la crise du prix de l'énergie, on met en place des politiques de gauche. Parce que pendant les crises, on met des politiques de gauche. Le soutien aux entreprises, le soutien aux citoyens, eh ben ça, les libéraux, les conservateurs n'ont aucun problème pendant les crises de mettre des politiques de gauche. Sauf que pour qu'il n'y ait pas ces crises, on a besoin des politiques de gauche de manière générale et qu'elles fonctionnent justement en dehors des périodes de crise pour les anticiper. Donc un État qui protège, une Europe qui protège, c'est ce qui empêchera les crises suivantes. Et donc pour ça, le problème, c'est que donc, ce qui a été bien, c'est qu'on a mis en suspens le pacte de stabilité et de croissance qui était du coup le cadre budgétaire européen qui a imposé l'austérité à la Grèce, par exemple. Ça a permis aux États d'investir en dehors des règles de stabilité, de dette et de déficit. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année, c'est fini. On revient en 2024 avec ces règles-là. Il y a une proposition de la Commission européenne sur la table pour changer, pour un petit peu adapter ça, très faible. Et s'il n'y a pas d'accord, même nous, les calculs qu'on a fait à la Confédération européenne des syndicats, c'est que si on met en place la proposition de la Commission européenne, dès l'année prochaine, on a dans 14 pays européens 45 milliards de coupes. 45 milliards de coupes, c'est 1 million d'instituteurs, c'est 1,5 million de travailleurs de la santé. On n'a pas le luxe, par rapport à la crise dans laquelle on est, de justement ne pas avoir ces travailleurs de la santé. Donc ce retour à l'austérité, c'est un des risques de l'année prochaine. Et ça, je le lirai au risque de l'extrême droite, parce qu'en en fait, l'austérité, l'extrême droite n'aura pas de problème à l'appliquer. Et donc le risque de l'extrême droite l'année prochaine, on le voit en Italie d'ailleurs, ils n'ont pas de problème à couper dans le système social, mais les gouvernements néolibéraux et libéraux n'ont pas de problème non plus à opposer les objectifs climatiques et les objectifs sociaux. Pour financer la transition climatique, ils vont aller couper dans les objectifs sociaux. Et donc ça c'est le poison, c'est le venin qui va rendre très difficile à l'avenir de mettre des politiques progressistes en place. Dernier point sur la taxation dès lors. Je pense qu'on doit voir où est-ce que ces mesures, on va les financer, parce que seuls 3 pays ont la capacité fiscale de mettre en place l'accord de Paris. 14 pays ont la capacité fiscale de mettre en place le paquet moins 55%. Ça veut dire que les autres pays ne savent pas financer la transition. Et ces pays ont besoin, dès lors que l'Europe ait une capacité fiscale qui le permette. Seuls les riches vont pouvoir financer cette taxation. Quand je regardais hier, pour me mettre dans le régime français, la croissance, les bénéfices du CAC 40 l'année passée, 152 milliards. La croissance française l'année passée, 138 milliards. Ça veut dire que les bénéfices du CAC 40 ont été plus importants que la croissance en France. Ça veut dire qu'en fait, on a transféré de nos portefeuilles vers le CAC 40 des bénéfices. Mais cet argent-là, il n'est pas investi dans la décarbonation, il n'est pas investi dans la redistribution, etc. Et donc, c'est même pas seulement une question de à quel point c'est injuste de manière sociale que des gens gagnent autant. La question, c'est que cet argent, on en a besoin pour investir dans la décarbonation et on en a besoin pour justement mettre les solutions au niveau local qui pourront financer la transition juste pour avoir une politique de réindustrialisation de l'Europe, de création d'emplois de qualité
et avec les énormes fonds sociaux qu'on donne aux entreprises pour cette transformation, justement avoir des conditions sociales aussi à cette utilisation des fonds, parce que comme tu le disais, il y a énormément de fonds sur la table. Le problème, c'est que souvent, les fonds ils sont utilisés, on construit une école en Italie, mais il n'y a pas d'enseignants pour aller dans cette école. Même chose avec les hôpitaux. Donc l'utilisation des fonds, il y a beaucoup d'argent sur la table, mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils soient pensés sur les territoires pour qu'ils aient un effet. Merci à Ludovic. Du coup, Mathilde Imer, que je ne présente pas et qui a été aussi avec nous dans la démarche, je parle nous, de Parti socialiste national et européen, sur la démarche avec Progressive Society sur un temps de travail, mais qui a surtout été une figure sur la Convention citoyenne pour le climat, pour nous, en tout cas où on avait un espoir que la France porte au moment de la conférence pour la conférence future, je me rappelle tellement plus, bon bref, pendant le temps de la présidence française, où j'ai été d'ailleurs moi-même participante de ce temps de conférence future pour l'Union européenne, et on a eu la déception, la même que pour la Convention citoyenne pour le climat, qui arrivait aussi d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que la France n'a pas su et n'a pas pu embarquer les citoyens européens vers évidemment la transition, mais des débats de fond, c'est-à-dire à quoi va servir l'Union européenne, à quoi ça sert au quotidien, comment elle prépare l'avenir, et surtout comment les jeunes en font partie, cette citoyenneté européenne qu'on a tous réclamée et qui n'est plus en cours de construction, mais qui existe et qu'il faut du coup sauvegarder face aux crises. Donc Mathilde, tu es une insaisissable qui nous rappelle à chaque fois que l'écologie, elle est aussi d'abord et avant tout juste, équilibrée, qu'elle doit d'abord se faire avec les citoyens. On a parlé des territoires, et donc maintenant, évidemment, on va parler de la démarche citoyenne que tu prônes, puisque, en fait, on doit, à mon sens, et j'en finirai par là pour ma partie, repenser les politiques européennes. Tu l'as dit territorialement, mais moi je parle d'aménagement du territoire. On a eu un grand plan Marshall à l'époque sur l'aménagement du territoire, et les régions européennes ne sont pas toutes les mêmes. La France a, elle, en plus, un atout supplémentaire qui sont les régions ultra-périphériques avec d'autres pays européens. Et donc ces atouts-là à l'échelle micro, comment à la fois on embarque les citoyens, les élus locaux, pour aller vers une démarche qui serait là dans la construction d'un projet, un nouvel aménagement du territoire plus juste et plus équilibré. Je t'en prie, Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Merci Nora pour l'invitation. À la base, moi, je suis simplement militante climat, et à vrai dire, j'en avais un peu rien à faire des histoires de démocratie qui me paraissaient un peu lointaines et un peu secondaires. Et puis, ça prend du temps, la démocratie. Et si j'y suis venue, c'est parce que je me suis assez vite... j'ai travaillé pendant la COP21 dans l'équipe de Laurence Tubiana et de Laurent Fabius. Et à la fin de la COP21, tout le monde saluait cet accord historique de l'accord de Paris. Et avec quelques-uns de l'équipe, on se disait, oui, c'est génial, on est très contents, très fiers d'avoir mis une toute petite brique à cet édifice. Et en même temps, assez lucide et assez flippé sur le fait que cet accord historique nous mettait sur une trajectoire à 3 degrés, à condition que les États tiennent leurs engagements. Et on s'est dit assez vite que à condition que les États tiennent leurs engagements, c'était une condition qui était énorme. Et que quand on regardait comment fonctionnaient les différents États, et si on mettait un focus sur nos démocraties, on se rend assez vite compte qu'elles ne sont pas outillées pour gérer cette question long terme, pour gérer cette question environnementale, comment est-ce qu'on la gère socialement et comment est-ce qu'on fait redescendre ces grands chiffres, ces grands objectifs à des échelles humaines. Exactement ce que tu disais, donc il y a un énorme enjeu de méthode, de process. Nos démocraties n'ont pas été pensées pour gérer ces enjeux-là, donc comment est-ce qu'on les gère maintenant qu'on a à les gérer? Une des propositions qu'on a, et donc moi c'est comme ça que j'ai intégré des collectifs sur la démocratie, 3 ans après, explosaient en France les gilets jaunes sur la taxe carbone. Et c'était un peu une évidence que ça allait arriver, parce que si on fait de l'écologie sans justice sociale, en l'occurrence cette taxe carbone pesait 3 à 4 fois plus sur les ménages les plus précaires que sur les ménages les plus aisés, ben évidemment ça finit par crisper, il y a un sentiment d'injustice qui se crée et ça crée des mobilisations de ce type-là. Donc on a essayé de proposer une méthode, je parlais de méthode, on a essayé de proposer une méthode au niveau national, pour le coup, de dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier
fin du monde, fin du mois, qui semblaient complètement opposés à un moment où les Gilets jaunes hurlaient contre la taxe carbone. Certains du mouvement climat tapaient sur les Gilets jaunes en leur disant que c'était des pauvres beaufs. Et cette méthode, c'est la Convention citoyenne pour le climat. On n'a en réalité rien inventé. On s'est beaucoup inspiré d'un système qui vient d'Irlande et qui a permis la légalisation de l'avortement et du mariage homosexuel. C'est quoi le principe? C'est le tirage au sort. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé le tirage au sort à ce moment-là? C'est que le tirage au sort, il a 3 grandes vertus. Et j'insiste sur un point, c'est que le tirage au sort ne doit pas forcément remplacer la démocratie représentative, mais peut être un bon complément. Le tirage au sort, il a 3 grandes vertus. D'abord, il permet d'avoir plus de diversité dans une assemblée. Si vous regardez, que ce soit le Parlement européen ou que ce soit le Parlement français, il y a une majorité encore d'hommes, même si ça se féminise, de personnes plutôt relativement âgées, et on a assez peu de personnes ouvrières, par exemple. Et le tirage au sort permet de mieux représenter ces catégories socio-professionnelles et ces catégories de population qui sont sous-représentées dans le système électoral classique. La deuxième chose, c'est qu'on sait de plus en plus que l'efficacité d'une décision, elle est liée à la diversité du groupe qui la compose. Beaucoup plus qu'au niveau de diplôme des individus qui la composent. Si je caricature, mieux vaut une diversité extrêmement forte dans une assemblée avec des gens sans diplôme, des énarques, des ingénieurs, des créatifs, qu'une assemblée d'énarques, même s'ils sont brillantissimes. Et la troisième chose, c'est que le long terme, ça permet, le tirage au sort permet de penser davantage le long terme. Quand vous êtes élu de manière assez naturelle, et ça ne veut pas dire que les élus sont des mauvaises personnes, vous avez envie d'être réélu. Et les mandats étant sur 3, 5, 7 ans, c'est relativement court terme. Et donc vous avez intérêt à faire des choses qui se voient sur des mandats assez courts. Et donc le long terme passe souvent à la trappe. Ça, c'est une des propositions qu'on a mis en place. Donc on a mis en place cette Convention citoyenne pour le climat. Je ne vais pas vous faire tout le processus. Ce que je retiens en lien avec la question européenne, c'est 2 choses. Dès la première session, les réactions des citoyens, elles m'ont marqué par 2 éléments. D'abord, dans leur mission, on leur demandait de réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. C'était leur mission. Eux, ils nous ont dit d'emblée, cette mission est absolument absurde, puisqu'on a bien compris dans les présentations qu'il y avait un truc qui s'appelait les émissions importées. C'est-à-dire les émissions des produits qui sont produits en Chine, mais qu'on consomme en France. Le fameux Made in China, par exemple. Toutes les industries qu'on a délocalisées en fabriquant du chômage massif en Europe. Et donc ils ont dit, mais en fait, il ne faut pas raisonner comme ça en se disant on prend que les émissions au niveau de l'Europe, il faut compter ces émissions des produits chinois qu'on consomme chez nous pour pouvoir penser de manière juste et sociale la question de l'écologie et de la transition écologique. Et donc ça, rien que ça remet en cause la manière même dont on calcule les émissions au niveau international et au niveau européen, et ça nous met, j'ai envie de dire, sous le nez l'enjeu de la question sociale qui est derrière ça. Et le deuxième élément qui m'a énormément choqué, choqué, c'est que eux sont venus, les 3/4 d'entre eux sont venus nous voir à la fin de la première session où Valérie Masson-Delmotte du GIEC leur présentait ce que disaient les scientifiques du monde entier sur là où on était sur la question climat. Les 3/4 d'entre eux sont venus nous voir avec des mots qui sont claque, baffe, électrochoc, sentiment d'impuissance. Ce que ça voulait dire, et ce qu'ils nous disaient, c'était globalement que oui, ils avaient conscience qu'il y avait un problème avec le climat, mais pas du tout du niveau d'urgence, ni du niveau d'ampleur des transformations que ça allait nécessiter. Si je caricature, malheureusement pas tellement, beaucoup pensaient qu'avec un peu de tri des pistes cyclables et quelques éléments à la marge, ça allait le faire. Et donc il y a encore un enjeu, je pense, au niveau français, mais au niveau européen, de ne pas se dire que la bataille culturelle, elle est gagnée. Oui, au niveau de l'Europe, il y a quand même un climato-scepticisme qui est beaucoup moindre que dans d'autres pays. Pour autant, il y a encore un degré de connaissance du diagnostic scientifique qui n'est pas du tout au bon endroit, en France et dans l'intégralité de l'Europe. Donc il y a encore un travail de pédagogie à faire, je veux dire, par tous bords, en politique, parce que ça change tout. Et vraiment, cette question du diagnostic scientifique, elle est clé, parce que un certain nombre d'entre eux nous ont dit, si je n'avais pas mis le curseur du diagnostic scientifique au bon endroit, il y a clairement des propositions qu'à la fin j'ai votées que je n'aurais pas votées. Et donc il y a encore un énorme enjeu de pédagogie là-dessus. La troisième chose qui m'a marqué, c'est que pendant la convention a eu lieu la pandémie du Covid. Où déjà on a tous eu peur que la convention s'arrête, que les propositions soient mises à plat. Beaucoup de pays faisaient ça, on laissait tomber les questions climatiques pour aller sur les questions sociales uniquement.
ce qui a marqué les 150 de la Convention, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi à ce moment-là, il y avait autant d'aides, autant d'argent débloqué par l'Europe, par l'ensemble des États, qui étaient donnés aux entreprises, et c'est plutôt une bonne chose, mais sans aucune conditionnalité. Alors qu'on injectait massivement de l'argent public. Et donc ils ont écrit une lettre au président de la République pour lui demander ça, qui à nouveau est restée globalement lettre morte. En termes de résultats, je pense que la Convention a un bilan mitigé. Évidemment, ça peut être vu comme un échec cuisant du fait que Emmanuel Macron n'a repris que 10% des propositions de la Convention, n'ait pas tenu son engagement de passer ses propositions sans filtre au Parlement et au référendum comme il l'avait proposé. Mais je vois aussi des choses qui sont positives dans ce qui a été fait. La première, c'est que je pense qu'on a réussi à montrer que les citoyens sont prêts, et beaucoup plus prêts que leurs élus peut-être même, sont prêts à cette transition écologique de manière assez radicale, au sens prendre le problème à la racine. Les 149 mesures qu'ils ont produites sont bien plus ambitieuses que n'importe quel programme écologique des personnes qui, en France, sont arrivées au pouvoir jusqu'ici. La deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à démontrer que oui, écologie et justice sociale peuvent aller de pair. Et c'est peut-être ça l'enjeu le plus important, j'y reviendrai après, sur l'enjeu démocratique, en fait, il porte là-dessus. Les citoyens de la Convention n'ont rien inventé en termes de mesures. Ils ont, j'ai envie de dire, pris des mesures sur lesquelles ils ont ajouté une brique sociale qui permet de la rendre acceptable et de permettre à chacun de se dire, bah oui, là, je peux avancer avec cette loi environnementale, je peux vivre dans mon quotidien dignement. Contrairement à la taxe carbone qui ne leur permettait pas d'aller au boulot ou d'aller chercher leurs enfants. Troisième chose, c'est que ça a permis plein d'expérimentations de méthodes que je vois poindre, à la fois à l'échelon local, des conventions citoyennes locales, mais aussi des expériences où il y a un peu de tirage au sort, et puis des choses qui commencent à émerger, et je finirai par ça, en entreprise. Parce qu'on parle toujours des questions démocratiques et sociales au niveau politique, mais il y a un énorme enjeu à démocratiser aussi nos entreprises, et tu le disais, Edouard, pour qu'on puisse avancer. Et donc là, je trouve qu'il y a aussi des nouvelles alliances, quand on voit des collectifs comme Plus Jamais Ça, par exemple, avec la CGT, Greenpeace, ou le Pacte du pouvoir de vivre avec la CFDT. Ces nouvelles alliances, elles doivent amener, je pense, à des méthodes et des processus où on doit expérimenter sur les territoires. Et je pense que l'Europe peut être un bon niveau pour tenter les expérimentations de ce point de vue-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est une chose personnelle et deux points d'espoir. Un point d'espoir qui est à côté de mes activités militantes. Moi, je travaille en charpente et en menuiserie dans la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est ce mois de juillet, je travaille vers Valence, on était sur les toits à 40 degrés. Un certain nombre de mes collègues artisans votent Rassemblement national. Mais bosser sous 40 degrés, à devoir boire 3 litres d'eau, pour certains être prêts de faire des défaillances en bossant, commence sérieusement à avoir une peur forte pour une question sociale et de conditions de travail de la question climatique. Et donc je pense qu'il y a par ce biais-là, par presque rentrer sur la question environnementale, par le biais social, et qu'il y a une grande partie de la population qui a peur, et que peut-être que la gauche devrait aussi un peu plus se poser la question de comment réconcilier ceux qui ont peur avant qu'ils ne se trompent de peur, d'une certaine manière. Et que les gens sont prêts, en fait. Si la gauche faisait, entre guillemets, son boulot de proposer des propositions peut-être un peu plus proches des travailleurs et un peu plus proches du terrain, je pense qu'il y a matière à ce que la gauche gagne les élections, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français, et que c'est peut-être par ce moyen-là aussi qu'on pourra avoir des nouveaux processus démocratiques plus ambitieux qui nous permettront de lier sur le long terme les questions sociales et environnementales. Merci Mathilde. Yannick, alors non seulement il va falloir que tu répondes à Mathilde de pourquoi la gauche n'est pas arrivée encore à convaincre que nous avions un projet qui permettrait de sécuriser finalement et de mettre en projection, mais je suis sûre que ce n'était pas le cas. Mais c'est qu'on profite, on l'embête encore un peu parce que on a encore l'opportunité que tu sois encore avec nous quelques semaines encore au Parlement européen, et donc on a à la fois envie d'échanger avec toi sur finalement ce que tu vois en partant dans les quelques semaines qui arrivent du Parlement, et de savoir si la question de la transition juste ne se pose plus au Parlement européen et que le combat culturel est gagné. Nous, on n'a pas ce sentiment, les petits nouveaux arrivants, mais peut-être. Et surtout, qu'est-ce que tu nous préconises
dans les mois qui arrivent, avec un gouvernement français qui met en pause finalement à peu près tout, et particulièrement les enjeux sur la transition juste, le dialogue social. Et qu'est-ce que tu préconises et comment tu vas nous être utile dans la haute assemblée qui sera demain la tienne? Merci, merci de votre invitation. Bon, les sénatoriales, c'est une élection un peu particulière, mais ça reste une élection qui n'a pas encore eu lieu. Simplement vous remercier de ce débat sur l'Europe, parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même maintenant quelques semaines, avec la rentrée politique, à chaque fois qu'on est interrogé sur l'Europe, on n'est jamais interrogé sur les politiques européennes, on n'est jamais interrogé sur l'enjeu européen, on est interrogé sur pourquoi vous ne faites pas l'union et pourquoi vous n'êtes pas ensemble au niveau européen. Et pas une seule fois, effectivement, y compris quand je lis la presse, mais nous avons évidemment notre part, en permanence. La première question, c'est « mais pourquoi vous ne faites pas ensemble ?» Et puis après, il y a un article pour nous dire « mais pourquoi ils ne nous parlent pas du climat, pourquoi ils ne nous parlent pas du projet social et pourquoi ils ne nous parlent que de leurs alliances ?» Moi, je dois dire que l'enjeu européen, vous le savez, moi, ça fait 15 ans que bientôt que je suis élu au Parlement européen et c'est un enjeu absolument essentiel. Ça a été dit par vous toutes et vous tous. On est dans le monde, on voit dans une crise majeure, une crise politique absolument majeure. Il y a ce que j'appelle parfois une crise de l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a une telle angoisse vis-à-vis de l'avenir sur le climat, sur la question sociale, sur la question de la démocratie, la guerre, les pandémies, les crises financières, les guerres à venir autour des ressources naturelles, que finalement on voit avec cet avenir qui angoisse, avec ce présent qui est terriblement déstabilisant, insécurisant, localement, globalement, personnellement, collectivement, que, évidemment, on le voit dans le monde entier. Le recours, c'est le passé. C'est le passé fantasmé. Quand une société est prise de vertige, elle ne regarde pas devant avec son cerveau, elle regarde en bas avec ses tripes. Et on voit du Brésil, où le bolsonarisme est toujours très actif, en Ouganda, en Russie, jusqu'en Espagne et partout en Europe, on voit aujourd'hui comment le migrant, l'écologiste et la féministe sont devenus les ennemis de l'intérieur. Le migrant, c'est facile. Depuis que l'humanité est humanité, je pense que l'étranger a toujours été le bouc émissaire facile. Ça résout rien, mais ça a toujours existé. Mais l'écologie et le féminisme, qui sont les deux grandes transformations de notre société aujourd'hui, sont rejetés par une partie de l'opinion, simplement par régression, par fantasme nostalgique du passé. Et même quand un gouvernement en Espagne gouverne pas mal, objectivement, je veux dire, ils prennent la vague. Je veux dire, Bolsonaro, qui a gouverné de manière criminelle son pays, a fait plus de voix dans sa tentative de réélection. Trump aussi a fait plus de voix dans sa tentative de réélection. Donc on a apporté quelque chose qui nous réconcilie avec l'avenir, donc nous réconcilie avec la nature et nous réconcilie avec nous-mêmes, qui ne peut pas passer par des nationalismes étroit. Donc, nous avons besoin de l'Europe. Donc, l'Europe est un enjeu essentiel. Et l'Europe, nom de Dieu, ce n'est pas un sondage à mi-parcours d'un quinquennat. Ce n'est pas de savoir si c'est un sondage grandeur nature pour 2027. Quand j'entends certains responsables politiques nous expliquer que ce n'est pas très grave si on perd des sièges au Parlement européen, ce n'est pas très grave si on a moins de députés, mais la restauration de la nature, qui est le cœur de la protection du vivant, on n'a pas gagné ou on n'a pas perdu à une voix près. Donc quelques voix, ça change le Parlement européen, ça change notre avenir aujourd'hui. Et quand je vois, j'en remets une couche et après je réponds à ta question, quand je vois des candidatures s'auto-proclamer, mais on va faire quoi? On va faire campagne pour dire on est non aligné entre l'Ukraine et la Russie? On est non aligné entre Taïwan et la Chine? On est pour un nationalisme obtus. On va nier les crimes de guerre, on va nier les crimes d'humanité qui se passent en Ukraine. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? L'Europe est trop importante. L'Europe est trop importante. Ce n'est pas un scrutin intermédiaire. Ce n'est pas un sondage.
Encore une fois, c'est une élection essentielle. Et ce qu'on voit au niveau européen aujourd'hui, il y a 5 ans, on a fait des bons scores. Les écologistes et les progressistes. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le Green Deal. Pour la première fois, l'agenda européen était autour de la question du climat essentiellement et aussi de la biodiversité. Et on essayait d'articuler l'ensemble des paquets qui vont jusqu'à la réindustrialisation, jusqu'à la transition énergétique, jusqu'à le design, beaucoup de choses. Et on a eu effectivement le Covid, on a eu la guerre, donc on n'a pas pu porter ce qu'on a. Mais ce qui est terrible, c'est qu'après 5 ans, on constate qu'en fait, l'extrême droite, puis la droite, et maintenant les libéraux, sont en train de régresser, de reculer, de renoncer sur l'agenda écologique. Paradoxalement, au moment où la crise climatique, la crise du vivant, tape le plus fort, et bien finalement, ceux qui nous gouvernent ont tendance à reculer. Et on comprend pourquoi. Parce que plus la crise tape, plus les transformations à engager sont profondes. Plus ça nécessite pour chacune et chacun de revoir ses habitudes, mais surtout, ça nécessite pour les politiques publiques d'attaquer les lobbies, d'attaquer les rentes, d'attaquer les intérêts bien compris. Et qu'aujourd'hui, la transformation écologique est totalement incompatible avec le modèle libéral. Macron, quand il parle de pause environnementale, il a parfaitement acté qu'agir pour le climat, agir pour une autre agriculture, c'est abandonner les soutiens à la FNSEA, c'est abandonner le laxisme et la complaisance vis-à-vis de Total, c'est abandonner aussi le lien qu'il a avec les groupes automobiles. Tu as raison, Édouard, ce qui se passe dans certains sites industriels est terrible, est terrible. Aujourd'hui, c'est la faute des écolos, globalement. Mais l'industrie automobile en 40 ans dans notre pays, chaque décennie, c'est 100 000 emplois perdus. Ce n'est pas l'écologie qui a mis à bas l'industrie en Europe. C'est des politiques qui, pour gagner sur le dumping social, pour gagner sur le dumping fiscal, pour parfois gagner sur le dumping environnemental, ont décidé d'abandonner les classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète. Et aujourd'hui, d'un seul coup, ça deviendrait la responsabilité des écologistes, avec Édouard, avec tous celles et ceux qui sont là au Parlement européen. On se bat depuis des années pour une politique industrielle européenne. Le vrai pilier manquant de la construction européenne, c'est la production, c'est l'industrie. Il n'y a pas de politique industrielle européenne. Il y a des bouts, mais il n'y a pas de politique industrielle européenne. On a une politique pour les consommateurs, on a une politique pour le marché. La seule politique de producteur, c'est la PAC, la politique agricole commune. Mais ça a toujours été, en fonction du nombre de pays membres, 27 souverainismes industriels qui se combattaient les uns les autres. Tu te souviens quand on se battait sur ArcelorMittal et on entendait il faut nationaliser, machin. Peut-être à ce moment-là, il fallait nationaliser, mais qu'on laisse Mittal mettre en concurrence les Espagnols avec les Luxembourgeois, avec les Français, les Belges, pour dire combien vous me donnez pour que je ne lâche pas votre site, ça c'était une faute des ministres européens de l'industrie qui n'ont pas combattu ensemble, Monsieur Mittal. Donc, on a aujourd'hui une responsabilité. On a aujourd'hui une responsabilité qui est évidemment de faire en sorte que les grands vainqueurs de la transition écologique, ce soient celles et ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui et qui sont socialement les plus fragiles. Quand on se bat pour ces politiques territoriales, vous savez, il y a un exemple, c'est Lindau, les chantiers navals au Danemark. Fin des chantiers navals, ils sont tétanisés, paniqués par la fin de cette grande industrie dans cette région du Danemark. Ils se mettent tous autour de la table, tous les acteurs de la société. Les acteurs étatiques, les collectivités, les industriels, les syndicats, et ils décident de faire l'éolien. Et ils décident de construire Vestas, qui est le numéro 1 de l'éolien. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu simplifié, parce qu'il y a des territoires plus compliqués que ça. Mais ils se sont mis autour de la table, ils ont organisé. Quand on réclame qu'à l'image des États-Unis, l'Europe, c'est un géant de la règle, mais c'est un nain budgétaire. On s'est battus tous ensemble au Parlement européen pour
pour avoir un Buy European Act. Vous savez qu'on privilégie sur les marchés européens les productions européennes, comme le font tous nos concurrents ou nos partenaires, notamment les États-Unis, pour favoriser l'industrie européenne. On n'a pas gagné, mais ce que nous portons à travers l'investissement, c'est l'accompagnement social. Tu as raison, quand on va mettre un marché carbone sur le logement et sur les transports, c'est une faute politique grave. Quand on peut, et certains pays le font, investissent massivement dans les transports collectifs, c'est une des réponses à la question et de l'emploi et de la mobilité. En Allemagne, ils font le ticket climat à 49 €. Pour 49 € par mois, vous prenez tous les transports collectifs avec la même carte. Et bien, c'est social et c'est climatique. Quand on se base sur un grand projet de rénovation thermique de nos logements, 70%, je crois, des logements dans les QPV sont excessifs, subissent les chaleurs dramatiques. Et un président de la République qui nous dit qu'il va faire la rentrée scolaire le 20 août, quand on ne peut pas mettre les gamins à l'école parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà. Donc, juste pour conclure, 1. La France condamnée pour inaction climatique, la France condamnée sur la pollution de l'air, la France condamnée sur les espèces protégées, la France condamnée sur la protection de l'eau et des ressources naturelles. Donc la France aujourd'hui est un acteur en retard sur l'environnement. C'est un pays qui n'applique pas les lois qu'elle approuve au niveau européen. Donc on a besoin de ces élections européennes pour renforcer effectivement la qualité de nos politiques européennes et faire en sorte que la France soit contrainte de les appliquer. Sur le social, la France s'est battue contre la présomption de salariat dans les plateformes. La France se bat aujourd'hui sur la directive sur le RSA. La France recule dans le classement sur le niveau de son SMIC. Ce que je veux dire, c'est que pendant des années, même dans le débat en France sur l'Europe sociale, on a considéré que l'Europe sociale, c'est d'abord une Europe qui lutte contre le dumping social, qu'organise la convergence, parce que nous avons un modèle social supérieur au niveau européen. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe pour protéger les salariés, les travailleurs et les sans-emploi et les jeunes sans revenus. On a besoin de l'Europe pour maintenir, résister et améliorer notre enjeu social. Alors l'Europe, ce n'est pas un sondage. L'Europe, c'est une partie de la solution pour le climat, la justice sociale, la démocratie, la défense des libertés individuelles. Alors faisons de cette élection européenne une belle élection européenne sur le fond, pas sur les organisations de 2027. Merci. Ça repositionne en fait. Ça nous remet dans un cadre. Merci Yannick. Tu as l'immense responsabilité de porter à notre connaissance le plaidoyer de la jeunesse internationale, mais surtout de la jeunesse européenne. Vous avez travaillé notamment sur les exigences autour du Forum européen de la jeunesse, travaillé aux exigences des jeunes. Alors évidemment, on est tous jeunes, mais il y a une partie de la population qui est un peu plus jeune que nous. Yannick, je t'assure, et que tu représentes aujourd'hui. Mais aussi, on avait envie de parler avec toi de ton regard un peu plus moins européen que international, d'ailleurs d'un pays voisin, la Méditerranée, puisque nous avons travaillé aussi ensemble sur cet grand espace macro-régional européen qu'on a enfin réussi à voter au Parlement européen au mois d'avril. Et enfin, la Méditerranée sera considérée comme un espace de gouvernance partagée entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et pour ça aussi, je t'en remercie. Donc, tu as la parole pour porter l'immense défi qui est le nôtre, celui de répondre aux préoccupations, ou en tout cas une petite préoccupation des jeunes au niveau international et européen.
D'accord, bonjour et merci pour l'invitation. Donc, comme Yannick et Edouard, ils ont mentionné vraiment les défis pour les prochaines élections européennes. Il y en a vraiment 3 défis à mentionner. Il faut repenser l'approche et en termes de réflexion, comment pour les réglementations et tout, comment il faut privilégier le climat, l'environnement et non pas l'économie. Donc, il faut que la réflexion soit comment préserver la planète et ne pas juste dépendre de l'économie. Donc, et aussi, donc, un des défis, donc, c'est plutôt repenser comment les coopérations. Donc, on a réussi, et vous avez réussi à instaurer et à commencer à réfléchir et à coopérer à l'échelle régionale, mais il faut vraiment se focaliser sur ça et mettre en évidence des telles coopérations parce que si on veut vraiment réduire les taxes carbone et si on veut vraiment protéger les droits universelle. Donc il faut vraiment penser à importer des pays de proximité. Il faut penser à faire plus de coopération à l'échelle de l'Afrique du Nord, où il y a l'énergie solaire, où il y a le gaz, donc et ne pas approuver des coopérations économiques avec des pays beaucoup plus loin, comme la Chine, comme les États-Unis et tout. Donc, il faut vraiment essayer d'instaurer une coopération économique qui va amener des avantages, non pas juste pour une croissance économique, mais ça va aider les pays en phase de développement à avoir une croissance économique, à réduire des problèmes qui peuvent toucher et l'Europe et ces pays de proximité. Donc c'est important que les lois européennes aussi, on sait tous que les lois européennes impactent les autres pays lorsque on impose comme l'approche de taxe carbone et aussi sustainable finance, comment financer et comment les institutions européennes et la Commission peuvent travailler conjointement avec d'autres pays, les accompagner à adopter des mesures pour accéder au marché européen, pour faire un développement durable. Et un troisième point qui est important, qu'il faut prendre en considération, que le discours du climat dans les pays en développement est inaudible. Donc, on a besoin que ces pays aient de croissance, de développement pour pouvoir combattre la pauvreté et hausser leur niveau de vie. Donc, les Européens, dans leur approche, ils doivent avoir un discours global et donc penser, c'est une responsabilité de penser que c'est pas un combat européen, c'est un combat pour la terre. Et les autres pays ne sont pas dans les mêmes longueurs d'onde, donc il faut avoir plus d'assistance, plus d'accompagnement à ces pays de voisinage, aux pays qui ont en phase de transition démocratique ou qui ont beaucoup d'enjeux politiques. Donc il faut vraiment penser à ça parce que ça va impacter, on sera tous impactés par ça, sauf les pays qui sont encore en déni, qui disent qu'on ne va pas changer nos modèles d'économie, on va pas être touché par ça et ça. Donc il faut vraiment penser à ça. Et les années prochaines et les élections européennes, ils vont être décisives même pour la politique de l'Union européenne, donc dans le futur, avec les autres institutions, avec la Commission, avec la Banque européenne et tout, donc pour instaurer et les mécanismes de finance et d'accompagnement. Donc c'est important, c'est challengeant et il faut être unis et penser globalement. Merci. Merci Anne.
Christophe, donc tu as vu les combats, parce que je te rappelle, tu es aussi, pour les camarades qui ne le... Je ne sais pas qui ne le sait pas, mais si c'était le cas, tu es aussi notre représentant de la délégation à la Commission de développement au Parlement européen. Mais on a entendu toutes les luttes qui vont devoir être menées pour réaffirmer notre exigence sur la partie de l'écologie. Tu es arrivé avec la restauration de la nature. Je veux dire que Christophe a fait un travail exceptionnel, parce que des fois, vous savez, dans le groupe social et démocrate, on n'est pas tous du même côté de la priorité et de l'enjeu. Mais Christophe est quelqu'un qui persuade, même les plus éloignés, de la conviction qu'on a et la nécessité qu'on a d'accompagner ces politiques de transition. Mais il y a aussi le prochain combat à la rentrée, que tu as commencé à jalonner sur les pesticides, la suite des pesticides, enfin de la lutte des OGM, qui sont les nouveaux OGM. Ça s'appelle très joli maintenant. À chaque fois qu'il y a un joli nom, ça veut dire que ça va être très mal et très mal connu, et en tout cas mal fagoté, de manière non transparente, et qui va encore venir polluer nos assiettes, comme si on avait encore plus que ça à combattre. Donc je te laisse nous parler des combats de demain et de ton avis quand même, puisque ça fait maintenant 3 mois que tu es avec nous, et de savoir un peu comment toi tu as vécu les choses dans les évolutions, les restrictions que sont le Parlement européen pour arriver à ces enjeux qui sont les nôtres. Merci Nora, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas faire un propos de politique générale, parce qu'après Raphaël et Yannick, ce serait un petit peu difficile d'en rajouter. Et comme il est 4h moins 3, finalement, je vais donner un ressenti et un exemple concret. Le ressenti, et ça prolonge ce qu'a dit Yannick Jadot, c'est la folie de la fuite en avant de la droite et de l'extrême droite européenne réunis face à la pression qui s'exerce sur eux de la désespérance du monde agricole, qui s'est mis dans l'impasse lui-même et qui ne sait plus comment s'en sortir. Le discours que l'on entend est extrêmement simple, c'est comme il y a la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire mondiale est menacée, donc il faut produire plus. Pour produire plus, il faut enlever les contraintes environnementales, repousser la sortie des pesticides. Et si en plus les nouveaux OGM pouvaient nous permettre très rapidement de faire mieux avec par exemple des plantes qui n'ont pas besoin d'eau ou plus de productivité, ce serait extraordinaire. Et il y a toute une série de responsables politiques, parfois même au sein du groupe socialiste, ça peut arriver, qui pensent que cette fuite en avant est préférable au fait d'affronter les problèmes. Et la grande difficulté qu'on a sur l'agriculture et la pêche, c'est que contrairement à la rénovation du bâtiment, à l'énergie, aux mobilités, qui ont trouvé un début de chemin vers la transition, là on est en situation de blocage total. Donc l'élection européenne doit être l'occasion de proposer une approche radicalement nouvelle des politiques agricoles et par ailleurs de la pêche pour retrouver un cercle vertueux. Et si je cite Mohamed Chahim, vice-président du groupe socialiste, c'est on peut faire plus d'alimentation avec moins de grandes exploitations, moins de pollution et plus d'emplois et plus d'agriculteurs. Et c'est possible de le faire. Éric Andrieux, évidemment, a plaidé pour ça pendant très très longtemps. Et c'est un chemin, voilà, une vision qui progresse. Et puis un exemple concret que moi je veux porter dans les mois à venir et qui n'est pas dans une de mes commissions, donc ce sera pour la campagne, c'est Vestas. Vestas est en grande difficulté. Siemens, le géant allemand et espagnol du renouvelable, est au bord du dépôt de bilan. Et General Electric, qui a une usine de turbines pour l'éolien en mer à Montoire, se pose la question de quitter l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la folie libérale. Parce qu'on attribue les projets ENR, énergie renouvelable, à des prix de plus en plus bas au nom du libéralisme et de la concurrence. Et donc, ils ne peuvent plus faire les projets. Soit les projets vont être abandonnés parce qu'ils sont plus équilibrés financièrement, soit on va les fournir en turbines, en sous-stations électriques, etc., en Chine. Et dans 3 ans, 5 ans, il n'y aura plus d'industrie de l'éolien et de l'éolien en mer en Europe, alors que c'est censé être une des industries qui doit prendre le relais des industries anciennes, source de diversification, etc. Et à l'inverse, le prix de l'énergie pour vous, les consommateurs, il est au prix marginal, donc 300, 400, 500, 600 euros à certains moments. Moi, je suis maintenant locataire en Belgique. J'ai récupéré même le logement d'Éric Andrieux. Eh ben, mon abonnement à Engie en Belgique, c'est 2 fois l'abonnement que payait Éric Andrieux et qu'il avait signé il y a 4 ans. Alors, on est mieux protégé en France qu'ailleurs, mais l'impact sur le pouvoir d'achat de cette folie libérale, il est terrible dans toute l'Europe. Donc, sur l'énergie, on va réussir
à détruire notre industrie du renouvelable avant d'avoir fait le 100% renouvelable et à imposer aux gens des coûts extraordinaires compensés par les États quand les États le peuvent avec des dizaines de milliards. Eh bien, je vais vous dire un truc très simple pour terminer. Ce que l'on peut faire, ce qui est validé par les professionnels du renouvelable et ce qui est validé par les juristes du domaine de l'énergie, c'est mettre des prix planchers à la production pour permettre d'avoir du contenu local et de l'industrie en Europe et des prix plafonds pour les particuliers, les TPE et les PME. Et ça, c'est conforme au droit communautaire. Donc on n'a pas besoin de désobéir aux traités, ni même de déroger transitoirement. On peut, dans le cadre juridique actuel, révolutionner la politique de l'énergie industrielle et commerciale si on a le courage de remettre en cause les mécanismes libéraux. Merci Christophe. Aurore, tu as la grande responsabilité de nous dire comment on va en plus avoir les moyens de notre projet ambitieux, parce que il est vrai qu'on a un manque, il y a beaucoup d'argent sur la table, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, mais il n'est pas forcément d'ailleurs assez, il n'y a pas assez d'argent pour les défis qui sont les nôtres, on va le dire comme ça, et en même temps on porte l'idée que on va avoir une fiscalité aussi juste et que l'idée n'est pas d'avoir une taxe ou un impôt sur les citoyens européens, mais d'aller chercher l'argent là où il est. Et on peut faire confiance à Aurore pour nous donner toutes les pistes. Alors en gros, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça fait longtemps qu'on est dans la salle, donc je ne sais plus quelle heure il est exactement. Donc en gros, vous avez rêvé et vous me dites bonjour, toi qui es en commission Econ, qui est coordinatrice FIS, comment on peut financer tout ce qu'on vient de dire? Et je vous dis, vous avez bien raison de faire comme ça. Pourquoi? Parce que, comme disait Keynes, un grand économiste, les politiques à l'avant de la voiture, au volant, les économistes à l'arrière. Le financement, c'est de la technique économique. Alors je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'il faut faire toujours très très attention à ceux qui essayent toujours de nous piéger politiquement en disant « Ah oui, c'est très très bien, nous aussi on aimerait mettre en place la transition écologique, Madame Mebarek, mais à un moment il faut être réaliste quand même, on n'a pas les moyens de le faire, c'est malheureux, c'est comme ça, mais on aimerait bien. » Ça, on l'a entendu pendant 40 ans. Donc premièrement, faire attention de ne pas se faire piéger par ça. Deuxièmement, faire attention quand même à la question des deniers publics. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut financer qu'on doit aussi raconter n'importe quoi. L'argent public, c'est l'argent, je rappelle toujours, des citoyens. C'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que ce n'est pas qu'une question économique, ce n'est pas qu'une question sociale, c'est aussi profondément une question démocratique. Et je suis toujours choquée que ceux qui nous font des grandes leçons sur la bonne tenue des comptes publics sont toujours ceux qui creusent également les comptes publics, et on l'a vu ces dernières années. Alors comment on fait pour trouver de l'argent? On arrête d'en dépenser n'importe comment inutilement. La politique de l'offre, c'est-à-dire ce qui a été fait ces dernières années, en gros, on déverse de l'argent partout sans conditionnalité, on coupe dans les cotisations sociales, etc. Ça coûte excessivement cher, je serais tentée de dire, pour faire comme tout le monde, ça coûte un pognon de dingue, évidemment. Il faut revenir à des conditionnalités, c'est-à-dire que quand on donne de l'argent, on met ça sous condition. Et ça revient d'ailleurs à la discussion qu'on a sur la politique industrielle. Moi, j'étais face à Vestager la dernière fois pour un peu la titiller sur l'IRA américain. C'est-à-dire que les Américains ont fait un plan de transition écologique où ils ne se posent pas trop de questions, ils y vont à fond, ils font du protectionnisme, ils font de la subvention. Et elle ne veut pas qu'on fasse de subvention. Et elle disait, mais ça ne marche pas. Et en tant qu'économiste, les bras m'en sont tombés. Je lui dis, mais citez-moi un pays qui ne s'est pas développé sans faire de la subvention. Aucun. Tous les pays qui se sont développés économiquement ont fait de la subvention. Donc il faut revenir aussi à des outils économiques de bon sens, remettre l'idéologie dans les finalités et pas dans les moyens, comme on le fait malheureusement trop souvent en Europe. Si grâce à vous, grâce au combat qu'on a tous mené, que vous avez mené avant nous, Édouard et Yannick, on peut utiliser le mot de politique industrielle, que c'est plus un gros mot, très bien, maintenant on peut l'utiliser. Si on en faisait, ce serait quand même un petit peu mieux, je pense. Donc, à fond pour défendre et de continuer à porter la question du Buy European Act. Donc, arrêtez de dépenser de l'argent n'importe comment. Ça va aussi, évidemment, pour la question environnementale. Je lisais dans un journal de notre famille politique qui s'appelle le Financial Times ce matin, qui citait lui-même une officine gauchiste qui s'appelle le Fonds monétaire international, que nous avons dépensé cette année 7 trillions
de dollars pour subventionner les fossiles. Chiffre le plus élevé qu'on ait jamais atteint. Voilà, au moment même où on a le dérèglement climatique, au moment même où on a le Green Deal européen, au moment même où on a l'IRA aux États-Unis. Bref, on est dans une contradiction et dans une situation schizophrénique absolument totale. Donc ça, il faut arrêter aussi, et ce qui prouve d'ailleurs que de l'argent quand même, mine de rien, entre le fait d'arrêter de couper, de donner l'argent n'importe comment et de donner de l'argent aux fossiles, ça fait quand même déjà un sacré parquet d'argent. Voilà. Ensuite, on essaye d'empêcher les crises. Parce qu'il y a quelque chose, moi ça me marque beaucoup, moi qui travaille sur la question de la réglementation bancaire et financière dont on ne parle plus, c'est un petit sujet, c'est celui des crises bancaires et financières. Et on n'en parle plus depuis 2009. On s'est un petit peu endormi sur nos lauriers quelque part. Alors, il faut faire attention à ça. Premièrement, parce qu'on a une augmentation des taux d'intérêt et que ça fragilise l'ensemble du système bancaire. Et quand Yannick disait il nous faut des fois 1, 2 députés pour faire passer des textes, je peux vous assurer que sur la réglementation bancaire, il nous en faut des députés pour faire passer les textes. Parce que de l'autre côté, on a Renaissance qui reprend absolument tous les éléments de langage du secteur bancaire français, qui est défendu par l'État français. Ensuite, on a un petit sujet aussi, c'est que on est face à quelque chose qui s'appelle les actifs échoués. En gros, il y a plein d'actifs financiers qui ne vont plus valoir beaucoup d'argent parce qu'ils sont dépendants des énergies fossiles et que dans la lutte contre les énergies fossiles, progressivement, ces actifs ne vont plus valoir grand-chose. Pour tous les banquiers centraux, ça représente un risque systémique. Un risque systémique, c'est quoi? C'est la crise qu'on a vécue en 2008. Donc en gros, si on ne veut pas se retaper une crise des subprimes, façon climatique, il faut aussi absolument réglementer correctement la banque et la finance. J'ai passé mon mandat à poser la même question à Christine Lagarde. Bonjour Madame Lagarde, qu'est-ce qu'on fait face à la crise systémique climatique? En premier, on regardait genre 1, ensuite, on va faire des stress tests. Maintenant, ça commence à être intégré au sein du cadre de la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que c'est important. Je finis sur la fiscalité très rapidement, Nora, parce que je vois que tu prends avec légitimité ton micro. Il faut aussi faire rentrer de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Europe, parce qu'on a besoin d'un vrai budget. On est outillé, comme ça a été dit, comme un enfant, une nourrisson, alors qu'on est un géant économique, et aussi pour lutter contre les inégalités sociales et économiques, ce qui permettra de protéger la démocratie. Je vais juste dire quelque chose. C'est pas possible qu'aujourd'hui, ce soit plus simple d'être héritier que travailler, en fait. Que ça rapporte plus d'être héritier que de travailler, que finalement gagner à la loterie des spermatozoïdes, ça vous donne plus de droits que de travailler, que de produire et de participer à l'effort collectif. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec Paul Magnette une initiative européenne. On vous demande de la signer, s'il vous plaît. Il nous faut 1 million de signatures pour que la Commission européenne puisse mettre en place, ou du moins soit obligée d'étudier, de nous faire une proposition sur la taxation de la fortune, car la fortune n'est plus taxée aujourd'hui et ça pose plein de soucis environnementaux et démocratiques. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vais avoir un temps de démocratie participative, parce que ce n'était pas la peine d'avoir une tablée et des intervenants de ce niveau-là, une table ronde de ce niveau-là, si on ne donnait pas la possibilité à la salle de poser des questions. Et ensuite, Raphaël, je te demanderai d'avoir une conclusion sur les enjeux de demain. C'est-à-dire de demain, puisqu'on rentre dès lundi au Parlement, on a aussi une vision un peu plus éloignée, les enjeux de notre future campagne électorale. Donc, je vous propose de prendre des questions, alors peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes, et peut-être si une des questions devrait s'adresser à Ludovic, je sais qu'il doit rentrer à Bruxelles, et Bruxelles c'est loin, vous pouvez tout de suite lui poser la question avant qu'on lui dise au revoir, et merci encore Ludovic d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vois rien, donc voilà. C'est une bonne façon de gérer la démocratie de ne pas voir, en fait. En fait, on voit qu'il n'y a pas de questions. Bonjour à tous. Ma question s'adresse à nos députés européens et je dirais même un peu plus particulièrement aux députés Place Publique, parce que je connais, Raphaël, ton combat pour la responsabilisation des grands donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs fournisseurs sur toute la chaîne de valeur. Et toi, Aurore, pour sortir de la religion du PIB et d'imposer d'autres indicateurs. Moi, je travaille dans les achats industriels. J'essaie de sélectionner des fournisseurs vertueux, idéalement locaux,
la réalité, c'est que face à des directions, on doit suivre la religion du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, et on arrive difficilement à intégrer des critères RSE au niveau achat industriel. Donc comment l'Europe peut participer à ce progrès social et amener un peu plus les entreprises, justement, dans leur sélection de fournisseurs, à avoir ce choix vertueux de la transition sociale et écologique. Merci à vous. Merci. Donc, moi, je suis le représentant des travailleurs de plateformes numériques. J'ai eu la chance de travailler avec Ludovic sur la directive européenne. J'ai une question hyper importante. On a bien vu la connivence entre l'État et Uber. On voit qu'en ce moment, on est en train de torpiller la directive européenne. La France s'attaque à cette révolution donc, sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas justement faire un référendum citoyen pour changer cette position-là, puisque je rappelle qu'on est en train de détruire peut-être des millions d'emplois. Et on va tout droit vers un tâcheronnage digitalisé. Voilà, c'était ma question. Merci. Une autre question. Je sais pas que je vais être sexiste, mais une femme, ce serait bien. Je vois pas. C'est pas une femme. Est-ce qu'il y a une femme? Priorité aux dames. C'est parce que vous avez été très clairs, messieurs. Vas-y. Alors, bon, je laisse ma place à une dame. Si. Alors, juste une question en forme d'affirmation peut-être. C'est que, en entendant M. Jadot, je pensais au mot avant-garde. Je suis professeur d'éducation artistique et pour moi, l'avant-garde, c'est promouvoir le progrès, y compris en art et dans la culture, en fait. Et le progrès, c'est le partage aussi des œuvres de l'humanité, des œuvres culturelles. Et donc, je pense que le progrès ne doit pas être simplement social, il doit être aussi culturel, dans le partage du sensible, comme a dit Jacques Rancière dans un ouvrage célèbre. Donc, voilà, le progrès dans toutes ses dimensions. Il n'y a rien à répondre. Très très bien. La dame là, je vois rien ces trucs. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je suis prof aussi et je suis allée au Parlement européen voir Raphaël cette année, en mai, et je trouve que c'est très important que les jeunes s'intéressent à l'Union européenne. Et en fait, ils en sont revenus en ayant compris. Donc merci Raphaël. Mais voilà, aujourd'hui, la campagne des européennes va bientôt se profiler. Et comment allons-nous faire pour bien faire comprendre qu'il y a des enjeux extrêmement forts concernant l'Union européenne dans un pays comme la France, où finalement les citoyens se désintéressent un petit peu de cette question et mettent sur l'Union européenne toutes les tares de la société française, et c'est toujours dû à Bruxelles. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour bien montrer que l'Europe c'est pas que un géant économique avec des politiques économiques que nous ne comprenons pas toujours, sont aussi des choses qui peuvent améliorer notre quotidien. Voilà, merci. Merci. Ce que je vais vous proposer, si tu en es d'accord, Nora, je crois qu'il y a Christophe. Ah ben voilà, moi c'est prioritairement alors la dame et le monsieur. Ce sera les deux dernières questions. Et puis tu te prépares, Raphaël, pour conclure afin de laisser la salle aux autres plénières. Oui, merci. Je suis économiste transport et plus globalement des économies régulées. Donc, je voulais savoir comment mettre un peu plus en cohérence les différentes politiques, différentes commissions. Parce que de l'autre côté, on a des choses très intéressantes, la directive CSRD, les travaux sur la comptabilité verte, etc. C'est très intéressant, ça dans le bon sens. Mais on n'a pas de remise en cause non plus des paquets ferroviaires, des ouvertures à la concurrence, énergie, transport, etc. Et avec l'agence des régulations, leur déclinisation nationale, qui ont comme seule mission objectif le respect de la concurrence, sans aucune mission de transition écologique, de transition juste, d'équité sociale et territoriale. Pardon, désolé. Bonjour, je suis étudiant et il y a une question qui me taraude. C'est celle des géants du net américains, les GAFAM. Je me demandais, comme je suis étudiant, je regarde souvent les réseaux sociaux, notamment Twitter,
et on voit énormément de désinformation pulluler dans ces réseaux. Et je me demandais, je crois avoir entendu déjà qu'il y avait des mesures européennes de législation qui allaient être prises, et je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus pour contrer ces géants qui, petit à petit, prennent une part de plus en plus grande dans toutes les politiques. Et on peut le voir même déjà même dans des secteurs comme l'exploration spatiale, ça devient de plus en plus des entreprises privées qui s'en occupent. Et justement, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour barrer la route justement à ces entreprises privées qui essayent de s'accaparer un peu de tout sans avoir presque aucune notion que ce soit de l'écologie, du vivant, du progrès social et de toutes ces notions-là. Merci. Bien. Raphaël, je vais te laisser conclure. Si des questions n'avaient pas pu être posées, si vous voulez avoir des réponses très spécifiques, il s'agit pour nous de sortir de la salle, mais l'ensemble des intervenants seront de toute façon, et Raphaël seront... voilà, exactement. Mais l'important, c'est qu'on est encore là. Vas-y. Ouais, pendant que tu seras à la buvette, je répondrai aux questions. Et en plus, là, j'ai 5 minutes pour compiler les questions, faire la conclusion et faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Bah, c'est un vrai cadeau socialiste qui me remplit de joie, ouais, bien sûr. Alors, que ce soit sur les chaînes de valeur des entreprises, sur les fournisseurs ou sur les géants du net, le point commun de tout ça, c'est quand même l'irresponsabilité. L'irresponsabilité des acteurs privés les plus puissants. Une irresponsabilité qui a été érigée en système par la globalisation. Et en gros, une boîte comme Zara n'était responsable de rien, puisque ce n'est pas Zara qui produit ses chemises, mais des producteurs en Chine, par exemple. Et de la même manière, les géants du net ne se disaient responsables de rien, puisqu'ils ne sont pas producteurs de contenu, ils étaient juste les moyens de faire passer des contenus produits par d'autres. Et donc tout notre travail, et c'est l'échelle européenne qui seule nous permettra de le faire, tout notre travail, c'est de remettre de la responsabilité dans ce monde. Et sur la question des géants du net, il y a eu des avancées. Il y a le Digital Services Act, le DSA, qui a été mis en place, qui va rendre les géants du net responsables, les GAFAM responsables du contenu qu'ils proposent. Et donc, ça va nous permettre de lutter contre la désinformation. Et cette désinformation, elle prolifère sur cette idée d'irresponsabilité. Et simplement, l'enjeu maintenant, c'est est-ce qu'on aura assez de courage, de force, de volonté politique pour appliquer ce qu'on a décidé ensemble. De la même manière, sur les chaînes de valeur, il y a une avancée majeure qui a été votée au Parlement européen. C'est le devoir de vigilance d'entreprise. C'est une révolution juridique à l'échelle du globe. C'est l'invalidation de cette irresponsabilité qui a été construite depuis 30 ans. Et ça ne peut marcher. Et donc l'idée, c'est de rendre responsable, par exemple Zara, de l'ensemble de sa chaîne de production, des crimes commis par ses fournisseurs, parce que ses fournisseurs lui permettent de vendre ses chemises et de faire du fric. Et donc, il y a le devoir de vigilance qui est dans les tuyaux. Il y a aussi, on est co-négociateur, Yannick, sur le sujet, la mise en place d'un instrument commercial pour bannir les produits de l'esclavage de nos marchés. Et je me souviens, avant que des centaines de milliers de jeunes Français se mobilisent pour dénoncer la réduction en esclavage des Ouïghours sur les chaînes de valeur des multinationales, eh bien, on nous disait que c'était impossible. Personne n'en avait rien à foutre de cette question. Personne. Et il y avait des lobbies extrêmement puissants qui luttaient pour que rien ne change, parce que des business models majeurs étaient fondés sur cette situation-là, et sur le lien entre le grand capital européen et le système concentrationnaire communiste chinois. Eh bien, grâce à la mobilisation de ces jeunes, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est venue devant le Parlement et nous a promis un instrument commercial pour bannir les produits d'esclavage. Et là, on est en train de le négocier et il va être voté. Et il faudra cette pression citoyenne continue et des résultats aux élections qui ne mettent pas des conservateurs, des ultralibéraux au pouvoir pour que ce soit mis en place. Et donc, il y a la possibilité, à l'échelle européenne, de faire évoluer les choses. Pourquoi à l'échelle européenne? Parce qu'à l'échelle européenne, nous sommes le premier marché du monde. Et que donc, si nous décidons de passer une norme comme le devoir de vigilance d'entreprise ou d'imposer le bannissement des produits de l'esclavage ou de mettre en place le Digital Services Act, eh bien, nous ne pouvons pas être ignorés par les multinationales et nous ne pouvons pas être ignorés par les pays producteurs parce qu'ils ont besoin de notre marché. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête de considérer notre marché comme une finalité en soi, mais qu'on l'utilise comme un moyen
un moyen d'imposer la transformation écologique, un moyen d'imposer des règles à ceux qui n'en ont pas depuis tant d'années, un moyen de faire en sorte qu'on puisse imposer aussi des normes sociales à l'entrée aux frontières européennes. Parce que ce qui mine aujourd'hui la politique et la démocratie, ce qui est en train de détruire le consensus républicain dans nos pays, c'est ce sentiment d'impuissance. Impuissance face à la catastrophe climatique, impuissance face à l'explosion des inégalités, impuissance face aux multinationales, impuissance face aux lobbies dans les institutions, impuissance face au régime autoritaire, impuissance face à la guerre, impuissance face à l'expansion d'un système qui esclavagise l'être humain et qui détruit la nature dans le même temps. Et donc, pour lutter contre cette impuissance, il faut qu'on expose quel sera le vrai véhicule. Et c'est pour ça que la question posée, elle est fondamentale et que je rejoins à 1000% ce que Yannick nous a dit. C'est comment expliquer ce que l'Europe peut faire pour répondre à cette impuissance. Et cette élection, l'année qui vient, ça doit être une élection consacrée à cette question-là. Comment on va construire la puissance écologique et sociale européenne capable de répondre à cette impuissance, capable de redonner le pouvoir et le contrôle aux citoyennes et aux citoyens. Et si on consacre ce temps-là à un débat sur Macron, sur Le Pen, sur les appareils des uns et des autres, on aura en fait sacrifié notre avenir en sacrifiant la question européenne. Et je veux le dire ici, ce n'est pas une élection anodine. C'est la première fois qu'on va voter de manière continentale dans un continent en guerre. Moi, je vois bien la tentation des partis politiques français qui serait de faire comme si la guerre en Ukraine n'existait pas. Mais la vérité, c'est que notre continent est en guerre. Et que donc, nous devons, nous, face à l'histoire, face à l'oppression d'un peuple, mais face à la menace qui pèse sur nos démocraties, sur notre continent, sur notre paix, sur notre sécurité, nous devons à nos citoyennes et à nos concitoyennes et à nos concitoyens une explication claire de ce que nous proposons, de ce que nous pensons de cette guerre, de ce que nous voulons pour l'Europe dans sa résistance face au poutinisme. Et face à cette guerre, il y a une réponse de gauche et écolo qui est possible. Face à une guerre, lorsque la guerre frappe à la porte, eh bien, la solidarité sociale devient un impératif. Et quand la guerre qui frappe à la porte vient d'une puissance qui fonde sa puissance sur les énergies fossiles, sur notre dépendance énergétique, la sobriété écologique devient un instrument même de notre résistance à l'oppression. Et on aurait dû avoir en Europe, et en particulier en France, une réponse à la guerre en Ukraine, une réponse à l'invasion de l'Ukraine, qui soit une réponse de solidarité sociale pour maintenir la cohésion de la cité. Il y avait une opportunité immense. Quand on voit que Total fait des bénéfices records grâce à la guerre, grâce à l'invasion de l'Ukraine, que la Chambre de commerce et d'industrie de Russie organise une conférence au lendemain de l'invasion. Et cette Chambre de commerce, elle est coprésidée par Pouyanné. Au lendemain de l'invasion, ils organisent une conférence, les opportunités financières présentées par la nouvelle donne géopolitique. Ça veut dire comment on va se faire du fric grâce à la montée des prix de l'énergie, grâce à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Et là, face à cela, si on a un pouvoir digne de ce nom, si le politique se respecte, alors qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une taxation des superprofits. La France doit être une locomotive à ce moment-là pour expliquer qu'il y a une réponse à la guerre, qu'il y a une réponse de solidarité sociale et qu'il y a une réponse de transformation écologique. On doit mettre Total au pas au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. On doit l'obliger à quitter la Russie et on doit surtaxer ses profits de guerre. Eh bien, c'est l'inverse qui a été fait. Mais pour avoir cette réponse-là, encore fallait-il être clair sur la guerre. Et donc ceux qui doutent de qui bombarde la maternité de Mariupol ou de qui menace qui, eh bien, ils ne font pas partie du débat sur la réponse à la guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous sur qui fait la guerre. Et donc, cette élection, elle doit être un moment de clarification aussi sur quelle Europe on veut, comment on entend concilier défense de la démocratie, justice sociale et transformation écologique, édification d'une puissance européenne qui nous permette de reprendre le contrôle sur notre destin, que les gens, que les électrices et les électeurs français arrêtent
d'être scindés en deux quand ils vont voter, la boule au ventre, en se disant qu'est-ce qui est le plus important pour moi, la défense du projet européen et de la démocratie libérale ou mon attachement à la justice sociale et à la solidarité. Parce que c'est comme ça que ça se passe les élections, pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va voter, si on attache plus d'importance à la solidarité sociale qu'à la défense de la démocratie, des droits humains et de la construction européenne, on finit par voter Mélenchon malgré ses positions sur l'Europe, malgré ses positions sur la démocratie et sur Poutine et la Chine. Et puis si on est attaché plus au cadre démocratique et à la construction européenne, eh bien il y a plein de gens qui vont se dire, qui vont voter Macron malgré ce qu'il fait socialement et malgré son indigence sur la question écologique. Eh bien nous, on doit apporter une réponse qui est de dire mais arrêtez de vous scinder au moment où vous allez voter, vous pouvez être farouchement écolo, farouchement attaché à la solidarité sociale et viscéralement pro-européen et viscéralement démocrate. Et donc c'est notre responsabilité collective de fournir cette offre-là et de montrer qu'elle est majoritaire à gauche dans ce pays. Ouais, ça y est, il était patient. Merci à vous tous. Pour ceux qui doivent rester pour la prochaine table ronde, je leur souhaite les bons travaux et merci à chacun d'entre vous pour cette belle après-midi de travail. Merci.